Je m'appelle Madeleine, j'ai 86 ans et je vis à Roubaix, dans le Nord. Veuve depuis 15 ans, je suis de celles qu'on remarque peu. Une silhouette menue, un chignon toujours trop serré, des mains tachées par le temps. J'ai été couturière toute ma vie. J'ai élevé mon fils unique, Paul, seul, après la mort prématurée de mon mari. Toute mon énergie, tout mon argent, toute ma jeunesse se sont consumés dans ce rôle de mère. J'ai travaillé jour et nuit pour que Paul puisse fréquenter les meilleures écoles, partir à Paris, puis à Londres, enfin créer sa société dans la finance. Aujourd'hui, il est immensément riche. On parle en millions, en avions privés, en villas. Moi, je suis restée ici, dans ma maison modeste de briques rouges, fidèle au quartier ouvrier où j'ai vu le jour. Cette année, Paul a voulu organiser un grand dîner de Thanksgiving, une tradition qu'il a adoptée depuis ses années passées aux États-Unis. C'était pas vraiment une fête de notre culture, mais je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, si cela pouvait nous réunir. On parlait d'un repas fastueux, de dinde rôtie, de vin millésimé. La réception avait lieu dans sa résidence secondaire, un manoir rénové à la campagne, à 30 minutes de Lille. Il avait invité des associés, des voisins influents, des amis de sa femme, Clara. Moi, j'avais reçu l'invitation avec un mélange d'appréhension et de fierté. Je pensais que pour une fois, j'aurais ma place, qu'on reconnaîtrait la vieille mère qui avait permis tout cela. Je m'étais habillée de ma plus belle robe, un tailleur sombre que j'avais cousu moi-même il y a 30 ans, mais qui tenait encore bien. J'avais épinglé la broche de mariage de ma mère, comme un talisman. Quand j'ai franchi les portes vitrées du manoir, tout était éclat. Lustre étincelant, tapis épais, verre de cristal. On aurait cru pénétrer dans une revue mondaine. Clara, ma belle-fille, m'a accueillie avec un sourire aussi poli que glacé. Elle m'a effleuré la joue, sans chaleur, comme on salue une invitée dont on n'a pas vraiment envie. Paul, déjà entouré d'amis, est venu m'embrasser rapidement avant de retourner à ses conversations brillantes. J'ai pris place, un peu à l'écart, observant ce monde qui n'était pas le mien. Le repas a commencé. Les plats se succédaient, raffinés, trop riches pour mon estomac. Les conversations tournaient autour de voyages à Dubaï, d'investissements en crypto-monnaie, de villas sur la Côte d'Azur. Je me sentais invisible, noyée dans le bruit des rires et des verres qui s'entrechoquaient. Pourtant, au fond de moi, je gardais cette petite flamme, l'espoir que Paul dirait un mot, un geste pour me mettre en lumière. Après tout, n'était-ce pas la fête de la reconnaissance, Thanksgiving, la gratitude? Puis ce fut le moment fatidique. Paul, un verre de champagne à la main, s'est tourné vers moi. Il a haussé la voix pour que toute la tablée entende. « Maman, as-tu bien reçu ton allocation mensuelle de 7 500 €? Un silence est tombé aussitôt, suivi de quelques rires étouffés. Je n'ai pas compris tout de suite. « Mon allocation ?» J'ai répété ces mots dans ma tête, comme une gifle. J'ai senti mes joues brûler. J'ai ouvert la bouche, incapable de répondre. C'était Clara qui, l'air faussement gênée, a ajouté « Oh, Paul est tellement généreux. Il veille toujours à ce que vous ne manquiez de rien, Madeleine. » Je me suis sentie rétrécir dans mon fauteuil. Ainsi, devant ses invités, on m'avait réduite à une pensionnaire, une vieille dame entretenue comme une domestique à qui l'on verse une solde. Moi, qui avais sacrifié toute ma vie pour son avenir, j'étais désormais la bénéficiaire d'une pension, comme si je n'étais qu'un poids, une charge honorée par charité. Le pire, c'est que ce n'était même pas vrai. Jamais Paul ne m'avait donné cet argent. Tout ce que j'avais, je le tirais encore de mes petites économies, de ma retraite de couturière et des quelques loyers d'un petit appartement que j'avais réussi à acheter dans ma jeunesse. Clara le savait très bien. Alors pourquoi inventer cela? Pour m'humilier, pour me réduire, pour me faire passer pour dépendante? Je n'ai rien dit. La dignité m'a cloué le silence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Ou plutôt s'est réveillé. J'ai serré ma serviette si fort que mes doigts tremblaient. J'ai senti dans mon ventre la colère froide, celle qui ne crie pas, qui n'insulte pas, mais qui note, qui mémorise. Les rires autour de la table m'arrivaient comme à travers un voile. Je voyais Clara briller, distribuer ses sourires, se réjouir du malaise qui m'étouffait. Paul, lui, inconscient, continuait son spectacle de fils prodigue et généreux. Je me suis juré, à cet instant précis, que cette humiliation ne resterait pas sans réponse. Non pas par vengeance criarde,
mais par justice silencieuse. Parce qu'à 86 ans, je n'ai plus peur de perdre. On m'a déjà tout pris, mes forces, mes années, mon mari, mes illusions. Mais ce qu'on ne peut pas me voler, c'est la vérité. Et la vérité, tôt ou tard, éclaire même les plus sombres salons. Ce soir-là, j'ai quitté la réception plus tôt que les autres, sous prétexte de fatigue. J'ai serré les dents pour ne pas laisser échapper une larme. Je suis rentrée dans ma petite maison de Roubaix. J'ai ôté mes chaussures et je suis restée longtemps assise dans la cuisine, les mains posées sur la table, à écouter le silence. Le mot allocation résonnait encore. C'était une arme, un mensonge qui m'avait cloué au pilori devant témoins. Mais c'était aussi une erreur de leur part. Car un mensonge, cela se démonte, pièce par pièce. Et moi, j'avais le temps, la patience et les souvenirs. À cet âge, la vengeance ne se fait pas avec des cris. Elle se tisse comme une broderie pointe après point, jusqu'à révéler un motif que nul ne pourra contester. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous gardé le silence par dignité, ou auriez-vous répondu sur le moment pour défendre votre honneur? Laissez-moi vos avis en commentaire, je veux lire vos réactions. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le sommeil se refusait à moi, comme s'il avait honte de venir me visiter. J'ai passé des heures à fixer le plafond de ma petite chambre de Roubaix, la respiration lourde, la poitrine serrée par la scène de la veille. Le visage de Clara avec son sourire de velours empoisonné me revenait sans cesse. Et cette phrase de Paul, prononcée d'un ton léger, presque joyeux, « Maman, as-tu bien reçu ton allocation de 7500 €? » J'avais l'impression d'entendre encore l'écho de son rire, un rire qui me réduisait à une mendiante entretenue. Au petit matin, j'ai ouvert les volets de ma cuisine. Le ciel du nord était gris, bas, comme souvent en novembre. La rue était encore déserte, seules quelques feuilles mortes glissaient sur les pavés humides. J'ai préparé mon café à l'ancienne dans la cafetière italienne cabossée que j'utilise depuis 20 ans. Le bruit du liquide bouillant m'a ramené à mes années de travail, quand je me levais avant l'aube pour commencer mes commandes de couture. Je n'avais pas connu les réveils doux, les petits déjeuners en famille, les dimanches matins paresseux. Ma vie, c'était l'effort, la discipline, le travail à la chaîne d'aiguilles et de tissu. Je regardais mes mains posées sur la table. Elles portaient encore les stigmates de ce labeur. Des cicatrices fines, des callosités, une raideur douloureuse aux articulations. Ses mains, pourtant, avaient façonné l'avenir de mon fils. C'est elle qui avait payé ses études privées à Lille, puis son école de commerce à Paris. C'est elle qui avait repris des ourlets tard le soir, cousu des robes de mariée pour des clientes exigeantes, réparé des manteaux troués pour des voisins qui n'avaient pas d'argent. Chaque billet économisé, chaque franc puis chaque euro mis de côté, c'était pour Paul. J'avais refusé les vacances, les repas au restaurant, les petits plaisirs du quotidien. Tout pour qu'il puisse grimper, lui, jusqu'aux hauteurs où je ne pouvais pas le suivre. Et maintenant, à 86 ans, j'étais ramenée au rang de vieille dame assistée, à qui on verse une pension comme on jette un os à un chien. Paul n'avait pas voulu me blesser, j'en étais persuadée. Mais il s'était laissé influencer, modelé par Clara. Cette femme savait appuyer là où ça fait mal. Elle me voyait comme un poids, une relique embarrassante, et elle voulait que tout le monde partage cette image. J'ai reposé ma tasse et je me suis levée. Je n'étais pas de celle qui s'effondre, pas après tout ce que j'avais traversé. À mon âge, la douleur n'est plus une étrangère, elle est une compagne familière. Mais l'humiliation, ça je ne pouvais pas l'accepter. Je devais réfléchir, trouver comment reprendre ma place, comment rappeler à Clara, et peut-être aussi à Paul, que je n'étais pas née d'hier et que je n'étais pas une charge. Je suis allée chercher la vieille boîte en fer que je garde dans le buffet. Dedans, il y avait mes papiers importants, l'acte de propriété de mon appartement à Roubaix, quelques relevés bancaires et surtout le dossier de la petite maison à la campagne que j'avais hérité de ma tante Léonie, près de Cambrai. Personne ne savait vraiment que cette maison m'appartenait toujours. Je l'avais mise en location discrètement, un couple de retraités y vivait depuis des années et me versait chaque mois un loyer régulier. Ce n'était pas une fortune, mais avec ma pension de veuve et ma retraite de couturière, j'avais toujours pu vivre décemment sans dépendre de personne. Clara
avait donc menti. Délibérément. Elle savait que je n'avais jamais demandé un centime à Paul. C'était une mise en scène, un spectacle cruel pour faire croire aux invités que j'étais entretenue par la charité de son mari. Pourquoi? Pour affirmer son pouvoir, pour effacer mon rôle, pour me réduire à néant aux yeux de tous. Je me suis souvenue d'un détail de la soirée. Quand Paul avait parlé de cette allocation imaginaire, Clara m'avait fixée, attendant ma réaction. Elle avait guetté mon embarras comme un chasseur guette la chute d'une proie. Elle voulait que je me défende, que je nie, que je proteste, afin de pouvoir m'accuser de mauvaise foi. Mais je n'avais rien dit. Et mon silence l'avait peut-être encore plus réjoui. Le silence, c'était mon arme. Je l'avais compris. Une vengeance silencieuse, patiente, mais implacable. Je me suis mise à écrire sur un cahier à spirale. J'ai noté tout ce que j'avais sacrifié pour Paul. Les années de travail, les économies, les renoncements. J'ai écrit comme on dresse un inventaire, sans pathos, avec précision. Je voulais garder une trace, un témoignage, car viendrait un jour où il faudrait que tout soit dit, non pas devant des invités mondains, mais devant des témoins sérieux, officiels, irréfutables. En début d'après-midi, j'ai pris le bus jusqu'au centre-ville de Roubaix. J'ai marché lentement, appuyé sur ma canne, mais chaque pas avait un but. Je suis entrée dans l'étude d'un notaire que je connaissais depuis longtemps, Maître Durand. C'était lui qui avait réglé la succession de ma tante Léonie. L'assistante m'a reconnue. Elle m'a fait patienter dans le petit salon aux murs tapissés de dossiers. Quand Maître Durand est arrivé, je lui ai demandé un rendez-vous pour réviser mon testament. Ses sourcils se sont légèrement arqués, mais il n'a rien dit. Nous avons fixé un entretien pour la semaine suivante. En ressortant, je me sentais plus légère. Pas heureuse, non, mais armée. J'avais commencé à tracer les contours de ma réponse. Clara pensait que j'étais une vieille femme vulnérable, manipulable. Elle se trompait. J'avais encore des ressources, des biens et surtout une mémoire que personne ne pouvait falsifier. En rentrant, je me suis arrêtée devant la vitrine d'une boulangerie. J'y ai acheté un éclair au chocolat. C'était pas grand-chose, mais c'était mon petit luxe. Je l'ai mangé le soir même, seule à ma table, en savourant chaque bouchée. C'était comme un acte de rébellion intime, me rappeler que je pouvais encore goûter à la douceur, malgré l'amertume qu'on avait voulu m'imposer. Avant de me coucher, j'ai rangé soigneusement mes papiers dans une pochette bleue. Je les posais sur ma table de nuit comme on garde une arme sous l'oreiller. Je savais que les semaines à venir exigeraient de la patience. Mais j'avais attendu toute une vie. Je pouvais attendre encore. La nuit est tombée sur Roubaix. Je me suis glissée dans mon lit, le cœur plus ferme qu'auparavant. J'ai fermé les yeux avec une certitude, ils m'avaient sous-estimée. Et cela, je ne leur pardonnerai pas. Les jours suivants, j'ai repris mon rythme de vieille femme seule, mais avec une conscience nouvelle. Chaque geste, chaque pas avait désormais la saveur d'une préparation. La scène de Thanksgiving n'était plus seulement une humiliation. C'était devenu la preuve éclatante que Clara cherchait à me réduire au silence, à m'effacer. Et ce que l'on veut effacer, il faut l'écrire plus fort. Je me suis remise à mes carnets. J'en avais plusieurs, rangés dans une boîte en carton. Je notais depuis toujours des petits détails, des souvenirs, des contes. C'était une habitude de couturière, garder trace de tout. Alors j'ai ouvert un cahier vierge et j'ai commencé ce que j'appelais en moi le grand livre de vérité. Page après page, j'ai décrit ma vie, non pas en romancière, mais en témoin. Mes débuts à l'usine textile de Roubaix à 14 ans, quand mes doigts déjà fins s'abîmaient sur les machines. Mon mariage avec Émile, si bref et si doux, emporté trop tôt par la maladie. L'éducation de Paul, seul fil conducteur de mon existence. Les heures de couture pour payer son école, les repas sautés pour mettre de l'argent de côté, les nuits passées à raccommoder des uniformes. En écrivant, je me suis souvenue d'une scène précise. Paul avait 15 ans. Il voulait une calculatrice scientifique, un modèle très cher à l'époque. Je n'avais pas les moyens. Alors, j'avais accepté de coudre 150 torchons pour une entreprise locale payée au rabais. J'avais travaillé 3 semaines sans relâche, les yeux brûlés par les néons, les doigts en sang. Le jour où je lui ai offert la calculatrice, il m'a embrassée avec une sincérité qui m'avait bouleversée. C'était ce garçon-là que j'avais aimé, cet enfant que j'avais protégé.
Mais l'homme d'aujourd'hui, prisonnier de Clara et de son monde, l'avait-il oublié? Je me suis mise à classer aussi mes papiers officiels. Relevé de compte, contrat de location, acte notarié. Chaque document portait mon nom, pas celui de Paul, ni celui de Clara. J'ai glissé le tout dans une chemise rouge. En cas de besoin, personne ne pourrait prétendre que je dépendais financièrement de mon fils. Non, j'avais toujours vécu sur mes propres moyens. Et j'étais fière que ce soit écrit noir sur blanc. Mais le destin a voulu me donner un signe supplémentaire. 3 jours après Thanksgiving, j'ai reçu un appel d'une voisine, Nadine. Elle travaille parfois comme femme de ménage dans les grandes maisons autour de l'île. Elle m'a dit à voix basse, « Madeleine, je ne sais pas si je dois te le dire, mais j'ai entendu Clara parler de toi l'autre jour en rangeant la vaisselle. Elle disait à une amie que tu étais totalement dépendante, que sans Paul tu finirais dans un foyer et qu'il fallait préparer les choses pour plus tard. » J'ai senti un frisson me parcourir. Ainsi, Clara ne se contentait pas de m'humilier une fois. Elle préparait déjà le terrain, répandant l'idée que j'étais une charge, une femme incapable de gérer sa vie. Une telle rumeur répétée assez souvent devient une vérité aux yeux des autres. C'était son plan, m'effacer socialement pour mieux m'écarter ensuite des décisions importantes. Je me suis assise après cet appel, le souffle court. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai pris un stylo et j'ai noté dans mon grand livre « Témoignage de Nadine ». Clara affirme que je suis dépendante, prépare à me faire passer pour inapte. Ce n'était plus seulement une intuition, c'était une stratégie et j'avais désormais une alliée qui pouvait témoigner. Le soir même, Paul m'a téléphoné. Sa voix était pressée comme toujours. Il ne m'appelait jamais pour demander des nouvelles, mais pour vérifier un détail ou calmer Clara. « Maman, tu vas bien ? Tu n'as pas mal pris ce que j'ai dit l'autre soir, j'espère ?» J'ai respiré lentement avant de répondre. « Non, mon fils, j'ai l'habitude. » Il s'est emmêlé, mal à l'aise. « Tu sais, c'était une plaisanterie. Clara aime. Enfin, elle veut que tout paraisse harmonieux. C'est important dans notre cercle. » Notre cercle. Ce mot m'a glacée. Moi, je n'en faisais plus partie. J'étais reléguée au rôle de figurante embarrassante. J'ai raccroché poliment, mais au fond de moi, j'ai scellé une décision. Je ne chercherai plus à être acceptée dans leur monde. Je créerai le mien, solide, indiscutable, bâti sur mes propres vérités. Le lendemain, j'ai pris le train pour Cambrai. Le couple de retraités qui louait la maison de ma tante m'attendait avec un café chaud. Ils m'ont parlé des travaux qu'ils avaient faits, du jardin qu'ils entretenaient. En repartant, j'ai demandé au notaire local de me fournir une copie intégrale de l'acte de propriété. J'ai glissé le document dans ma pochette rouge, une pierre de plus à mon édifice. Je savais que Clara préparait quelque chose. Les gens comme elle ne se contentent pas d'une humiliation publique. Ils construisent patiemment un récit. Son récit à elle était clair. Madeleine, vieille dame dépendante, incapable, survivant grâce à la générosité de son fils. Bientôt, elle utiliserait ce mensonge pour me mettre sous tutelle, peut-être, ou pour m'écarter d'un héritage. Mais moi aussi, j'avais mon récit. Madeleine, veuve courageuse, indépendante, propriétaire qui avait tout donné pour son fils et qui n'avait jamais demandé l'aumône. Et ce récit, j'allais le défendre, non pas avec des cris, mais avec des preuves. Un soir, je suis allée chercher dans une vieille armoire la boîte de lettres qu'Émile m'avait laissée. Ces mots, simples, honnêtes, me rappelaient d'où je venais. Il y écrivait « Madeleine, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ta force. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour exister. » J'ai tenu ces lettres dans mes mains tremblantes. C'était comme une bénédiction pour ce que j'allais entreprendre. La semaine suivante, j'avais rendez-vous avec Maître Durand. Je suis arrivée avec ma pochette rouge et mes carnets. Je lui ai expliqué d'une voix calme que je voulais mettre mes affaires en ordre, de manière à ce qu'aucun mensonge ne puisse déformer ma situation. Il a pris des notes, m'a posé des questions précises. Puis il m'a regardé longuement. « Madame Lefebvre, vous savez que légalement, à votre âge, certains essaient parfois de contester les volontés. Vous avez raison de tout préparer. Je suis sortie de l'étude avec le cœur battant, mais plus léger. Je n'étais pas une victime. J'étais une femme qui posait les jalons de sa défense. En rentrant chez moi, je me suis assise à ma table, sous la lumière jaune de ma lampe. J'ai relu ce que j'avais écrit dans mon grand livre.
À mesure que les pages se noircissaient, je me sentais plus forte. Clara pensait que je disparaîtrais dans le silence, mais ce silence, c'est moi qui allais le transformer en arme. Je n'étais plus seulement une vieille femme humiliée. J'étais une survivante qui commençait à préparer son retour. Le mois de décembre avançait, froid et humide dans le nord. Dans les rues de Roubaix, les guirlandes de Noël commençaient à clignoter, mais pour moi, les fêtes avaient perdu leur éclat. J'allais rarement en ville, je préférais rester dans ma petite maison, à écrire, à rassembler mes preuves, à me préparer. Chaque jour, j'ajoutais des pages à mon grand livre de vérité. Ce n'était plus seulement des souvenirs, c'était devenu un dossier, une pièce de conviction. Un matin, alors que je rangeais des papiers dans ma pochette rouge, le facteur a sonné. Une lettre recommandée venue de Lille. L'expéditeur, cabinet juridique Delcourt & Associés. J'ai ouvert avec précaution. Le texte était poli, mais clair. Convocation pour une évaluation de ma capacité juridique, sur demande de ma belle-fille Clara Lefebvre. Mon cœur a bondi, mais je n'ai pas pleuré. J'avais pressenti ce coup. Clara voulait faire croire que j'étais sénile, incapable de gérer mes affaires. Avec ce rapport, elle pourrait ensuite demander une mise sous tutelle, me dépouiller de mes biens, contrôler mes revenus. Voilà son plan. Je me suis assise, j'ai respiré profondément. J'ai repris ma pochette rouge et j'ai vérifié. Acte de propriété, relevé bancaire, quittance de loyer, carnet de compte tenu au centime près. Tout était là. S'ils voulaient prouver que j'étais incapable, je leur montrerais l'inverse. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la visite de Paul. Il n'était pas venu seul. Clara l'accompagnait, élégante dans son manteau de laine beige. J'ai vu dans ses yeux une satisfaction froide. Paul, lui, paraissait gêné. « Maman, dit-il, tu sais, c'est pour ton bien. Clara pense qu'il faut anticiper. À ton âge, tout peut arriver. » Je l'ai regardé longuement. Mon fils, celui pour qui j'avais tout sacrifié. Il répétait docilement les mots de sa femme. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas crié. J'ai simplement ouvert ma pochette rouge, j'ai sorti mes papiers, je les ai étalés sur la table. « Tu vois ça, Paul? Voilà mes relevés. Voilà mes loyers. Voilà mes factures payées. Je ne dois rien à personne, pas même à toi. » Clara a souri, mais ses yeux lançaient des éclairs. « Mais enfin, Madeleine, ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle dit. C'est une question de sécurité. Tu pourrais tomber, oublier de payer quelque chose. » « J'oublie parfois, c'est vrai, ai-je répondu calmement, mais jamais mes comptes, jamais ma dignité. » Un silence lourd est tombé. Paul s'est levé mal à l'aise. « Ne t'inquiète pas, maman, on verra ça avec le notaire. » Quand ils sont partis, j'ai fermé la porte doucement. Mon cœur battait fort, mais je ne tremblais pas. Je savais que la bataille ne faisait que commencer. Le jour de la convocation, je me suis préparée comme pour une cérémonie. J'ai mis mon tailleur sombre, la broche de ma mère, et j'ai glissé mes papiers dans un sac bien ordonné. L'avocat du cabinet Delcourt m'a reçu dans une salle impersonnelle avec un médecin expert. Ils m'ont posé des questions. Mon âge, ma date de naissance, mes revenus, mes biens, mes souvenirs. Je répondais sans hésitation, avec précision. J'ai montré mes comptes, mes quittances, mes lettres soigneusement classées. À la fin, l'avocat m'a regardé avec un air presque admiratif. « Madame Lefebvre, vous avez une mémoire remarquable, une organisation exemplaire. » Je n'ai pas souri. J'ai simplement répondu « À mon âge, on n'a plus le luxe d'oublier. Je savais que ce rapport me serait favorable. Mais Clara ne lâcherait pas si vite. Elle cherchait à me faire passer pour une vieille femme fragile, dépendante. Elle voulait que Paul ne voie plus en moi qu'un fardeau. Le soir même, j'ai repris mon cahier. J'ai écrit « Ils ont voulu tester ma mémoire. Ils n'ont pas compris que ma mémoire est mon arme. » Je savais qu'il faudrait un jour un choc, un retournement. Pas seulement défendre mon honneur, mais prouver devant Paul, devant tous, qui je suis vraiment. Ce soir-là, une idée a germé. Clara aimait les apparences, les grandes réceptions, les dîners mondains. Alors peut-être que la scène de ma revanche devrait se jouer dans le même décor, à une table, sous des lustres, devant des témoins. Mais cette fois, ce serait moi qui tiendrais les cartes. Je me suis couchée tard, le cœur apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne subissais plus. J'attendais, j'observais, je préparais. Le rapport médical est arrivé une semaine plus tard. Je l'ai reçu par courrier, soigneusement plié dans une enveloppe officielle. J'ai pris le temps de le lire,
assise dans ma cuisine, lunettes au bout du nez. Les mots étaient clairs. Madame Madeleine Lefebvre, pleine capacité de discernement, autonomie préservée. Aucune mesure de protection juridique n'est à envisager. J'ai refermé l'enveloppe et je l'ai glissée dans ma pochette rouge. Une victoire silencieuse mais décisive. Clara, elle, devait fulminer. Les jours suivants, j'ai continué à vivre comme d'habitude, mais l'air était plus léger. Je savais qu'un obstacle venait de tomber. Pourtant, au fond de moi, je sentais que Clara n'allait pas s'arrêter là. Elle était comme ces enfants gâtés qui n'acceptent jamais qu'on leur dise non. Elle chercherait une autre faille. Je ne voulais pas rester sur la défensive. Alors j'ai décidé d'avancer mes pions. J'ai pris rendez-vous avec Maître Durand. Son étude était au centre de Roubaix, dans un immeuble ancien, aux murs tapissés de livres reliés. Quand je suis entrée dans son bureau, il m'a accueillie avec un sourire rassurant. « Madame Lefebvre, j'ai reçu le compte-rendu médical. Vous êtes tranquille de ce côté-là. Mais je sens que vous voulez aller plus loin. » Je lui ai montré mes papiers, puis mon cahier rempli de notes. Je lui ai parlé de Clara, de ses insinuations, de la scène de Thanksgiving, de la convocation. Il m'a écouté longuement, les doigts croisés. Puis il a dit « Vous savez, madame, la meilleure arme contre la calomnie, c'est la transparence. Je vous conseille de préparer une déclaration claire sur vos biens, vos revenus et vos volontés. Pas seulement pour vous protéger, mais pour couper court à toute manipulation. » Il avait raison. Alors, nous avons travaillé ensemble à un document officiel, une attestation de mes ressources, de mes propriétés et un projet de testament. Dans ce testament, je précisais que mes biens resteraient sous mon nom jusqu'à ma mort et qu'aucune décision ne pourrait être prise sans mon consentement. J'ai même ajouté une clause. En cas de contestation de la part de quiconque, l'héritage de la personne concernée serait réduit à un strict minimum légal. En sortant de l'étude, j'avais l'impression de marcher plus droite, malgré mon âge. La rue pavée me semblait moins hostile. Je n'étais plus une vieille femme sur la défensive. J'étais une stratège avec un plan. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Nadine, ma voisine. Elle venait déposer son courrier. Elle m'a demandé « Alors, Madeleine, des nouvelles de cette histoire ?» Je lui ai expliqué brièvement. Ses yeux se sont allumés d'un éclat de solidarité. « Tu sais, si un jour il faut témoigner, je le ferai. J'ai entendu trop de fois Clara parler de toi comme d'un poids. Ça me révolte. » J'ai serré sa main. Ce n'était qu'une promesse de voisine, mais à mon âge, chaque appui compte. Puis, il y eut cet appel de Paul. Il voulait organiser un grand dîner de fin d'année, cette fois dans leur appartement à Paris. Clara avait préparé une liste d'invités, collègues, associés, amis proches. « Tu viendras, maman ?» a-t-il demandé. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Pas pour partager leur fête, pour autre chose. Ce dîner, je le pressentais, serait peut-être le théâtre où se jouerait l'affrontement final. Je me suis préparée avec soin. J'ai choisi une robe simple mais élégante et j'ai emporté ma pochette rouge. Elle ne me quittait plus. Ce n'était pas un sac, c'était mon bouclier. À Paris, l'appartement de Paul et Clara donnait sur le boulevard Haussmann. Marbre, dorure, grand miroir. Tout respirait l'argent. Les invités étaient déjà là quand je suis entrée. Clara m'a accueillie avec ce sourire de façade qu'elle maîtrisait si bien. « Ah, Madeleine, quelle joie de vous voir !» Son ton sonnait faux. Je me suis contentée d'un hochement de tête. Au cours du repas, les conversations tournaient autour de voyages, d'affaires, de projets immobiliers. À un moment, Clara a repris sa vieille habitude. « Paul est tellement généreux avec sa mère. Vous savez, il s'occupe de tout, n'est-ce pas, Madeleine ?» Les regards se sont tournés vers moi. Cette fois, je n'ai pas gardé le silence. J'ai sorti doucement ma pochette rouge. J'ai ouvert le fermoir et j'ai posé sur la table une chemise claire. « Justement, » ai-je dit, « permettez-moi de clarifier. » Le silence est tombé, lourd, pesant. J'ai sorti le rapport médical, puis l'attestation notariale. J'ai parlé calmement, mais chaque mot tombait comme un couperet. Je gère seul mes biens et mes revenus. Je possède encore 2 propriétés. Je touche mes loyers et ma retraite. Je n'ai jamais eu besoin de l'argent de Paul. Ce qui a été dit à Thanksgiving était faux, et je veux que tout le monde ici le sache. Un murmure a parcouru la table. Clara avait pâli, ses lèvres tremblaient. Paul, lui, semblait perdu, pris entre 2 mondes. « Maman, pourquoi tu fais ça devant tout le monde ?»
Je l'ai regardé droit dans les yeux, parce que tu as laissé quelqu'un d'autre raconter ma vie à ma place, et ce n'est pas elle qui a travaillé toute une vie pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Un silence long s'est installé. Clara a tenté de plaisanter, mais sa voix s'est brisée. Les invités détournaient le regard, gênés. Le vernis s'était fendu. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas insulté. Mais j'avais montré, preuve à l'appui, que je n'étais pas cette vieille femme dépendante qu'on voulait faire croire. En regagnant ma chaise, j'ai senti que quelque chose venait de basculer. Clara me regardait avec une haine glaciale. Paul, lui, semblait enfin comprendre qu'il y avait deux vérités. Celle de sa femme, brillante et cruelle, et la mienne, simple et indestructible. La partie n'était pas finie, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais repris la main. Le retour à Roubaix après ce dîner parisien avait un goût étrange. Dans le train, je regardais défiler la campagne gelée, les champs nus sous un ciel de plomb. Je ne ressentais ni victoire ni défaite, mais une fatigue ancienne, comme si le poids de toute ma vie s'était assis sur mes épaules. Pourtant, au fond, je savais, quelque chose avait basculé. Clara avait montré son vrai visage devant ses amis et Paul avait vacillé. Il n'avait rien dit pour me défendre, mais dans ses yeux, j'avais lu une fissure. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de lui. Sa voix était hésitante, inhabituelle. « Maman, je voulais m'excuser pour l'autre soir. J'ai été surpris et je ne savais pas quoi dire. » Je l'écoutais sans répondre, le laissant patauger dans son malaise. « Clara pense que tu cherches à nous diviser, ajouta-t-il. Mais moi, je ne veux pas de conflit. Tu es ma mère et je tiens à toi. » Je sentis une larme me brûler la paupière, mais je ne la laissai pas tomber. Je me contentais de répondre calmement. « Paul, ce n'est pas moi qui crée les divisions, c'est le mensonge. » Il resta silencieux. Puis il changea de sujet, parlant de ses affaires, comme toujours. Mais je savais, une graine de doute venait d'être semée. Clara, elle, ne tarda pas à réagir. Une semaine plus tard, je reçus une visite inattendue. Un huissier frappa à ma porte. Il me remit une lettre, une demande officielle d'inventaire de mes biens, à l'initiative de Clara, sous prétexte de protéger les intérêts futurs de la famille. J'ai lu le document sans trembler. C'était une nouvelle manœuvre pour mettre la main sur ce qui m'appartenait. J'ai appelé immédiatement Maître Durand. Sa voix grave résonna comme un roc. « Ne vous inquiétez pas, Madame Lefebvre. Cet inventaire ne peut se faire qu'avec votre accord, et vous avez déjà vos preuves. Nous allons préparer la réponse. » Je raccrochais, mais je savais que Clara ne reculait devant rien. Elle ne voulait pas seulement m'humilier. Elle voulait me dépouiller, me déposséder de ma voix, de mon histoire, de mes biens. Le soir même, en rentrant de la messe de quartier, ma voisine Nadine m'arrêta sur le trottoir. Elle était essoufflée, le regard inquiet. « Madeleine, je ne sais pas si je dois te le dire, mais j'ai croisé Clara hier au centre-ville de Lille. Elle discutait avec un agent immobilier. Elle parlait d'une maison à Cambrai. Je crois qu'elle pense que c'est déjà à elle. Je suis restée figée. La maison de ma tante Léonie. Mon refuge discret. Comment avait-elle su ? Peut-être Paul lui en avait-il parlé sans mesurer l'importance. Ou bien elle avait fouillé. Clara avait l'art de découvrir ce qui ne la concernait pas. Je suis rentrée et j'ai ouvert ma pochette rouge. L'acte de propriété brillait sous la lumière jaune. Ce papier, c'était ma forteresse. Je l'ai caressé du bout des doigts comme on touche un talisman. Personne ne me le prendrait. Les fêtes de fin d'année arrivèrent. Paul m'appela pour m'inviter au réveillon, mais cette fois, je déclinai. J'avais besoin de silence. Je préparais un petit repas simple, une soupe, un morceau de fromage, une tarte aux pommes. J'ai allumé une bougie près de la photo d'Émile et de mes parents. Je leur ai parlé à voix basse comme autrefois. Aidez-moi à tenir, aidez-moi à ne pas fléchir. Mais même dans la solitude, je savais que la bataille se rapprochait. Clara n'accepterait pas la défaite. Elle avait l'argent, le pouvoir, l'entourage. Moi, j'avais l'âge, la fragilité, mais aussi la mémoire, les preuves et une force qu'elle ne pouvait pas comprendre. Celle d'une femme qui a tout sacrifié et qui n'a plus rien à perdre. Début janvier, une lettre du notaire arriva. Il m'invitait à venir signer officiellement mon Nouveau Testament. J'y allais, déterminée. Dans son bureau, Maître Durand m'attendait avec ses lunettes rondes et son calme implacable. « Madame Lefebvre, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez vraiment ?» demanda-t-il.
Oui, je veux protéger ma vérité. Et si un jour mon fils doit choisir entre moi et sa femme, il saura. Je signai lentement, d'une main ferme malgré mes doigts tordus par l'arthrose. Le notaire scella le document. Je sentis comme un poids quitter mes épaules. En sortant, je passai devant une vitrine de librairie. Un livre exposé portait ce titre, La dignité du silence. Je souris. C'est exactement ce que je vivais. Le soir, de retour chez moi, j'écrivis dans mon grand cahier. Clara a des armes brillantes. Argent, influence, apparence. Moi, j'ai des armes invisibles. Patience, preuve, mémoire. Je sentais que la confrontation finale approchait. Peut-être lors d'une prochaine réunion familiale, peut-être dans un bureau de notaire, peut-être ailleurs. Mais j'étais prête. À 86 ans, je n'avais plus peur de la mort. Mais j'avais encore peur d'une chose, qu'on me vole ma vérité. Et cela, je ne le permettrai pas. Janvier s'étirait dans le froid et la grisaille. Le givre couvrait chaque matin les vitres de ma cuisine et mes genoux me rappelaient leur âge à chaque pas. Pourtant, au fond de moi, quelque chose vibrait encore, une sorte de vigilance permanente. Clara avait échoué à me faire passer pour sénile, échoué à obtenir un inventaire de mes biens, mais je savais qu'elle n'allait pas abandonner. Les gens comme elle ne reculent pas, ils changent simplement de méthode. Et cette méthode, je l'ai devinée un soir où Paul est venu seul me rendre visite. Il avait toujours ce costume trop serré, l'air pressé de ceux qui vivent entourés de chiffres et de délais. Mais ce soir-là, il semblait fatigué, presque las. Il s'est assis face à moi et ses mains tremblaient légèrement. « Maman, je dois te parler. Clara, elle pense que tu ne nous fais pas confiance. Elle dit que tu te montres hostile, que tu cherches à semer la discorde. » J'ai haussé un sourcil. « Et toi, qu'en penses-tu, Paul ?» Il a détourné les yeux. « Moi, je veux juste la paix. Mais tu comprends, si un jour tu as besoin d'aide, Clara et moi, nous devrions pouvoir gérer. » C'est plus simple. J'ai posé ma main ridée sur la table. « Paul, j'ai toujours vécu sans dépendre de personne. J'ai travaillé toute ma vie pour que tu sois libre, pour que tu aies ce que je n'ai jamais eu. Mais la liberté n'a de valeur que si elle s'accompagne de respect. » Il a baissé la tête. Je crois que mes mots l'ont touché, mais il n'a pas répondu. Je voyais qu'il était déchiré, pris entre son épouse et sa mère. Clara avait réussi à l'encercler de ses arguments, de ses séductions, de ses menaces peut-être. Moi, je ne voulais pas le retenir par la force. Je voulais seulement qu'il ouvre les yeux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Maître Durand. « Madame Lefebvre, j'ai été contactée par un collègue notaire à Paris. Il a reçu récemment la visite de votre belle-fille, Clara. Elle s'est renseignée sur vos biens, sur la maison de Cambrai, sans votre autorisation. » Je suis restée silencieuse un instant, mais mon cœur battait fort. Clara franchissait désormais des lignes dangereuses. Elle voulait agir dans mon dos, utiliser Paul comme paravent, peut-être même falsifier des informations. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta le notaire. « Rien n'a été signé. Mais je tenais à vous prévenir. » J'ai remercié. Puis je me suis assise dans mon fauteuil, en fixant la photo de Paul enfant sur le buffet. Je me suis dit, un jour viendra où la vérité éclatera. Mais ce jour-là, il faudra que quelqu'un d'autre que moi la dise. C'est alors que le destin m'a envoyé un allié inattendu. Un dimanche matin, à la sortie de l'église, une voix derrière moi m'a appelé. « Madame Lefebvre ?» Je me suis retournée. C'était un homme d'une 50aine d'années, élégant mais discret, avec un attaché-case sous le bras. « Je m'appelle Benoît Lemoine. J'étais camarade d'école de votre fils à l'époque du lycée à Lille. Nous nous sommes perdus de vue, mais j'ai suivi sa carrière. Je travaille dans le domaine juridique. » Il hésita, puis ajouta. « Je connais votre belle-fille par réputation. Elle a déjà eu recours à des méthodes discutables dans d'autres affaires familiales. Je ne veux pas m'immiscer, mais si un jour vous avez besoin d'un témoin ou d'un conseil, sachez que vous pouvez compter sur moi. » Ces mots m'ont bouleversée. Ce n'était pas un hasard, je le sentais. Dans ce monde où Clara semblait tout contrôler, une fissure apparaissait. Quelqu'un voyait clair dans son jeu. Je l'ai remercié, sans en dire trop. Je suis rentrée chez moi, le cœur un peu plus léger. Les jours suivants, je réfléchissais à ce que je devais faire. J'avais mes preuves, mes papiers, mon testament, mais pour contrer Clara, il faudrait plus. Des regards extérieurs, des témoins capables de confirmer ma lucidité, de décrire ses manœuvres. Nadine, ma voisine, en faisait partie.
Désormais, Benoît Lemoine aussi. Un soir, j'ai repris mon grand cahier et j'ai écrit « Une bataille ne se gagne pas seule. Il faut des témoins, des alliés. » Clara ne comprend pas cela. Elle croit au pouvoir de l'argent. Moi, je crois au pouvoir de la vérité partagée. Pendant ce temps, Clara redoublait d'efforts pour isoler Paul de moi. Nadine m'a raconté qu'elle l'avait entendu au téléphone dans sa voiture, garée devant la maison. « Ta mère t'utilise, Paul. Elle joue la victime. Elle veut semer la méfiance. Si tu ne coupes pas le cordon, elle détruira tout ce que nous avons construit. » Ces mots, rapportés par ma voisine, m'ont glacée. Mais au fond, je savais que Clara commettait une erreur. À force de répéter son venin, elle finirait par lasser même ceux qui l'écoutaient. Et moi, patiemment, je préparais ma riposte. Pas un cri, pas une vengeance spectaculaire, mais une mise en lumière. Il suffirait d'un instant, d'un lieu, d'un témoin, et tout son édifice de mensonges s'effondrerait. En janvier finissant, une invitation arriva. Un grand dîner d'affaires que Paul et Clara organisaient à Lille. Je savais que j'y serais conviée uniquement pour jouer le rôle de figurante, de vieille mère décorative. Mais cette fois, j'acceptais sans hésiter. J'avais compris, ce serait là devant leurs amis et associés que je poserais la première pierre de ma revanche silencieuse. Je n'étais plus seulement une mère humiliée. J'étais une femme en marche vers la vérité. Le soir du dîner à Lille, j'ai pris le bus vêtu de mon manteau gris et de ma broche ancienne, celle que ma mère m'avait laissée. J'avais mis dans mon sac, soigneusement rangé, mes papiers et quelques copies que Maître Durand m'avait aidé à préparer. Ce n'était pas du courage qui m'animait, mais une sorte de calme déterminé. À 86 ans, on ne craint plus les regards ni les murmures. On cherche seulement la clarté. L'appartement loué par Paul pour recevoir ses invités se situait dans un immeuble bourgeois, avec de hauts plafonds moulurés et des lustres clinquants. En entrant, j'ai senti tout de suite l'atmosphère, un mélange de mondanité, d'affaires et de faux sourires. Clara, radieuse dans une robe rouge, allait de convive en convive comme une actrice principale sur scène. Elle m'a saluée avec chaleur feinte, sa voix trop sucrée pour être sincère. « Ah, Madeleine, quelle élégance! Entrez, installez-vous, on va s'occuper de vous. » J'ai simplement hoché la tête. Je savais que derrière cette apparente bienveillance, elle se préparait à rejouer la même pièce que lors de Thanksgiving, me réduire à une vieille femme entretenue, incapable, afin d'asseoir son image de parfaite maîtresse de maison. Le repas a commencé. À table, je me suis retrouvée placée un peu en bout, comme une décoration plus qu'une invitée. Les conversations allaient bon train. Investissement à Dubaï, acquisition de bureaux à la Défense, projet immobilier en Espagne. Moi, je restais silencieuse, observant. Clara riait trop fort. Paul acquiesçait distraitement. Mais je savais qu'au moment choisi, j'interviendrais. Le moment est venu plus tôt que prévu. Alors qu'un serveur apportait le plateau de fromage, Clara s'est tournée vers ses convives, un sourire en coin. Paul est un fils merveilleux. Vous savez, il assure même une allocation confortable pour sa maman. Comme ça, elle n'a aucun souci, n'est-ce pas, Madeleine? Les regards se sont tournés vers moi, curieux. Je sentais le piège. Si je restais muette, j'entérinais le mensonge. Si je protestais avec colère, je passais pour une vieille femme aigrie. Alors, calmement, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti une enveloppe. Justement, ai-je dit, c'est une bonne occasion pour partager la vérité. Un silence est tombé dans la salle. Clara a pâli, Paul a ouvert de grands yeux. J'ai sorti les copies, attestation de propriété, relevé bancaire, quittance de loyer. Je les ai posées doucement sur la table devant moi. « Voici mes revenus », ai-je expliqué d'une voix claire. Ils viennent de mes retraites et de mes locations. Je ne reçois aucun versement de Paul. Je gère mes affaires seule, depuis toujours. Ce qui a été dit lors du dernier dîner n'était pas vrai. Un murmure parcourut les invités. Certains chuchotaient, d'autres évitaient de croiser le regard de Clara. Elle a tenté de réagir, sa voix tremblante. Mais ce n'est pas le sujet, Madeleine. Voyons, ce sont des détails. Ce ne sont pas des détails, ai-je coupé. C'est ma dignité. J'ai alors refermé mon enveloppe et repris calmement ma place. Le serveur, mal à l'aise, continuait son service. Personne n'osait plus plaisanter. Paul fixait son assiette, incapable de soutenir mon regard. Clara, elle, avait perdu son sourire. À la fin du repas, plusieurs invités sont venus me saluer discrètement,
comme pour me témoigner un respect silencieux. J'ai senti que quelque chose s'était fissuré dans l'image que Clara cherchait à projeter. Elle ne contrôlait plus le récit. Quand je suis partie, je me suis avancée vers Paul. Je lui ai glissé à voix basse. « Mon fils, un mensonge répété devant témoins ne devient pas une vérité. Réfléchis. » Il n'a rien répondu, mais ses yeux, pleins de trouble, me suffisaient. Dehors, l'air de l'île était glacial, mais je respirais profondément. Je n'avais pas crié, je n'avais pas insulté. J'avais simplement montré, et ce simple geste avait suffi à semer le doute. Clara avait perdu son masque devant ceux qu'elle voulait séduire. En rentrant à Roubaix, je me suis assise à ma table et j'ai repris mon cahier. J'ai écrit « Ce soir, j'ai posé la première pierre. La vérité n'a pas besoin de fracas. Elle se montre d'elle-même et ceux qui savent voir la reconnaissent. » Je savais que Clara ne s'arrêterait pas là. L'humiliation publique, pour elle, serait une blessure profonde. Elle chercherait à se venger, à reprendre la main. Mais moi aussi, j'étais prête. Plus que jamais. Je m'y attendais. Clara ne digéra pas l'affront de ce dîner à Lille. Devant ses invités, elle avait perdu la maîtrise de son récit. Et moi, la vieille femme qu'elle voulait peindre en fardeau, j'étais apparue comme lucide, organisée, digne. Pour une femme comme elle, qui vivait des apparences, c'était une défaite insupportable. Les jours suivants, Paul ne m'appela pas. Le silence de mon fils m'était plus douloureux que la haine de ma belle-fille. J'imaginais les conversations à huis clos, Clara lui répétant que j'avais voulu l'humilier, que j'étais manipulatrice, que je cherchais à briser leur couple, et lui, partagé entre deux vérités contradictoires. Puis un matin, le facteur me remit une nouvelle enveloppe. En tête, Banque de Lille. Service Successions. Mon cœur se serra. En l'ouvrant, je découvris avec stupéfaction qu'une demande avait été déposée pour anticiper la transmission de mes biens, comme si j'avais donné procuration. Le nom de Paul apparaissait, ainsi qu'une signature maladroitement imitée. La mienne. Je me suis assise tremblante. C'était donc cela, leur coup désespéré. Me voler sur le papier ce qu'ils ne pouvaient obtenir légalement. Clara avait franchi un pas que je n'avais pas imaginé. J'ai aussitôt appelé Maître Durand. Il a fixé un rendez-vous dans l'heure. Quand je lui ai montré les documents, son visage s'est assombri. « C'est grave, Madame Lefebvre. Il s'agit d'une tentative de fraude. Nous allons contester immédiatement. » Sa voix était ferme, rassurante. Mais au fond de moi, une douleur sourde me rongeait. Et si Paul était complice, ou bien fermait-il les yeux, laissant Clara agir en son nom? Je ne savais plus. Le soir, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Benoît Lemoine, l'ancien camarade de Paul, celui qui m'avait offert son aide à la sortie de l'église. « Madame Lefebvre, dit-il, je pense qu'il est temps que vous sachiez. J'ai eu vent par un collègue de manœuvre autour de vos biens. Il paraît que Clara a rencontré plusieurs avocats cherchant à préparer une mise sous tutelle déguisée. Mais certains ont refusé, trouvant cela trop douteux. Je restai silencieuse un moment, puis je répondis « Merci, monsieur Lemoine. Votre parole me confirme ce que je pressentais. » Quand j'ai raccroché, je me suis dit que l'étau se resserrait. Mais j'avais des alliés et je n'étais pas sans armes. Quelques jours plus tard, Paul est venu me voir, seul. Son visage était tiré, ses traits fatigués. Il a posé les mains sur la table de ma cuisine et m'a regardé droit dans les yeux. « Maman, dis-moi la vérité. Est-ce toi qui veux nous écarter de ton héritage ?» J'ai senti une brûlure dans ma poitrine. « Paul, répondis-je d'une voix ferme, ce n'est pas moi qui vous écarte. C'est vous qui tentez de me voler vivante. » Il a pâli. J'ai ouvert ma pochette rouge et lui ai montré la lettre de la banque. Ses yeux se sont élargis. Il a murmuré « Je n'étais pas au courant » et j'ai vu dans son regard une fissure profonde. Peut-être commençait-il enfin à comprendre l'ampleur des manœuvres de Clara. « Ton nom est sur ce document, Paul », ai-je ajouté doucement. « Réfléchis à ce que cela signifie. Réfléchis à qui a pu t'y mêler sans ton consentement. » Il n'a rien répondu. Il s'est levé brusquement et a quitté la maison. Mais je savais qu'une bataille intérieure avait commencé en lui. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Durand. « Madame Lefebvre, la banque a confirmé que la signature n'était pas la vôtre. Une enquête interne est ouverte. C'est une affaire sérieuse. Je suis restée longtemps assise après avoir accroché, les mains jointes. J'aurais dû me sentir soulagée, mais ce que je ressentais, c'était une tristesse immense.
car derrière les manœuvres de Clara, il y avait le silence de mon fils, son incapacité à me protéger, à me croire, à m'aimer comme autrefois. Je me suis alors promis une chose. Si la vérité devait éclater, ce ne serait pas dans le secret des bureaux. Ce serait au grand jour devant témoins pour que plus jamais on ne m'efface. Une idée a germé. Bientôt, Paul et Clara devaient organiser une réception pour leurs partenaires financiers, un grand dîner mondain dans un hôtel particulier à Lille. Et moi, j'y étais conviée, sans doute encore une fois pour jouer la vieille mère docile. J'y irais, oui, mais cette fois, je n'emmènerai pas seulement ma pochette rouge, j'emmènerai aussi mes alliés. Nadine, qui avait entendu les paroles cruelles de Clara, Benoît Lemoine, qui connaissait ses manœuvres, et Maître Durand, si besoin. Car à 86 ans, je n'avais plus rien à perdre, seulement la vérité à faire entendre. Je me suis couchée ce soir-là avec un calme étrange. Le silence de ma maison n'était plus un vide, c'était une arme qui se préparait à frapper. Le soir du grand dîner arriva. Clara avait loué un hôtel particulier à Lille, un de ces lieux où le marbre et les dorures servent à impressionner plus qu'à accueillir. Des voitures de luxe s'alignaient devant l'entrée. Les invités, hommes d'affaires, investisseurs, amis puissants, se pressaient dans le hall lumineux. Moi, j'avançais lentement avec ma canne, vêtue d'un manteau sombre et de mon éternelle broche. On me remarquait à peine, et c'était bien ainsi. Clara, éclatante dans une robe bleu nuit, me salua avec un sourire forcé. « Ah, Madeleine, quelle joie que vous soyez là !» Son ton sonnait faux, ses yeux brillaient d'impatience. Elle voulait que je sois là, oui, mais comme pièce décorative, comme gage d'une belle image de famille. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais amené mes propres témoins. Nadine était dans la salle, assise discrètement parmi les convives secondaires. Et près du buffet, Benoît Lemoine observait, attentif, comme un spectateur silencieux. Quant à Maître Durand, il m'avait promis de passer avant la fin de la soirée. Le repas se déroula dans le faste habituel. Les conversations roulaient sur des millions investis, des projets en cours, des voyages à l'étranger. Je me taisais, mais je guettais le moment. Je savais que Clara, fidèle à elle-même, finirait par recommencer son petit numéro. Et cela ne manqua pas. Au dessert, elle leva sa coupe de champagne. Sa voix claire s'éleva au-dessus du brouhaha. « Permettez-moi de porter un toast à mon cher mari Paul et à sa générosité sans borne. Savez-vous qu'il assure même à sa maman une pension mensuelle pour qu'elle n'ait jamais de soucis ?» Les rires polis fusèrent. Les regards se tournèrent vers moi. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai ouvert ma pochette rouge et sorti une chemise. Ma voix, ferme malgré son timbre tremblant, a résonné. « Puisque vous en parlez, Clara, il est temps que tout soit clair. » Un silence tomba. On entendait seulement le tintement lointain des couverts. J'ai posé les documents sur la table. Copie de mes relevés, attestation de propriété et surtout la lettre de la banque où figurait la tentative de fraude. Je ne reçois aucune pension de mon fils. J'ai toujours vécu de mon travail et de mes biens. Ce qui a été dit est faux. Et plus grave encore, une tentative a été faite pour signer à ma place un transfert de mes propriétés. Des murmures parcoururent la salle. Paul blêmit. Clara tenta de rire. « Oh, Madeleine, voyons, vous exagérez. » Mais j'ai levé une feuille. Voici la preuve avec le nom de Paul inscrit sans qu'il en soit averti. Et cette signature imitée maladroitement. Paul s'est levé brusquement, saisissant la feuille, les yeux écarquillés. « Clara, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix tremblait. Clara balbutia, perdit contenance. Les invités chuchotaient, scandalisés. Benoît Lemoine s'avança doucement. « Je confirme, dit-il d'une voix claire, que j'ai été témoin de démarches de Madame Clara Lefebvre auprès de notaires parisiens, sans l'accord de sa belle-mère. » Nadine ajouta, depuis sa table. « Et moi, je l'ai entendu plusieurs fois dire que Madeleine était finie et qu'elle finirait en maison de retraite. » Le masque de Clara se brisa net. Son visage, figé dans un rictus, trahissait la panique. Paul restait debout, incapable de prononcer un mot. C'est alors que Maître Durand entra dans la salle. Son manteau encore sur les épaules, il s'approcha calmement. « Excusez mon intrusion, dit-il, mais j'ai ici un testament signé de Madame Lefebvre, enregistré en bonne et due forme. Il stipule que quiconque tentera de manipuler ou de falsifier ses biens sera automatiquement réduit à la part minimale légale. » Un frisson parcourut l'assemblée. Clara s'effondra sur sa chaise.
Elle savait qu'elle venait de perdre. Non seulement sa manœuvre était dévoilée, mais elle s'était ridiculisée devant tout ce cercle mondain dont elle tenait tant à l'admiration. Moi, je suis restée assise, le dos droit. Je n'avais pas crié, je n'avais pas insulté. J'avais simplement ouvert la lumière sur ce qui se tramait dans l'ombre. C'était suffisant. Paul, lui, finit par lever les yeux vers moi. Je vis dans son regard une douleur immense, un mélange de honte et de lucidité. Il comprenait enfin que je n'avais jamais été la charge qu'on lui avait décrite. Quand je me suis levée pour partir, un silence respectueux m'a accompagnée jusqu'à la porte. J'ai quitté l'hôtel particulier dans le froid de la nuit lilloise, ma canne résonnant sur les pavés. De retour dans ma maison de Roubaix, je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai allumé une bougie et j'ai ouvert mon grand cahier. J'ai écrit « La vengeance silencieuse est la plus forte. Elle ne détruit pas, elle révèle. On ne gagne pas en hurlant, mais en montrant calmement ce qu'on est et ce qu'on a fait. » Puis je me suis tournée vers la photo d'Émile. « Tu vois, ai-je murmuré, ils ont voulu me faire disparaître. Mais ce soir, c'est eux qui se sont effacés. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être Paul reviendra-t-il vers moi, peut-être pas. Mais une chose est certaine, je ne serai plus jamais traitée comme une vieille femme dépendante. J'ai repris ma voix, j'ai repris ma place. Et à toutes celles qui, comme moi, ont trop longtemps accepté l'humiliation en silence, je veux dire ceci. N'ayez pas peur de la vérité. Même qu'à 6 ans, on peut se lever et montrer que l'on existe. On ne nous vole pas ce que nous avons bâti d'une vie entière.